Bonsoir à tous. Il y a un demi-siècle, le tribunal de Nuremberg fut réuni, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, pour juger 24 criminels de guerre nazis, dont 10 furent condamnés à la pendaison. Plus récemment, Barbie en 87, Touvier en 94 furent aussi condamnés. Réclusion criminelle à perpétuité pour crimes contre l'humanité. Cette volonté d'établir la vérité et de rendre la justice devant l'histoire aurait-elle un sens si elle ne s'appliquait pas de la même manière à la barbarie qui sévit depuis près de 3 ans dans certaines régions de l'ancienne Yougoslavie? Là-bas, mais c'est presque ici, 200 000 personnes ont été tuées, des populations ont été torturées, terrorisées par ce qui apparaît bien maintenant comme une mécanique infernale d'épuration ethnique. Cette sauvagerie a eu non seulement ses bourreaux, les victimes le disent assez, mais elle a eu aussi ses théoriciens. Resteront-ils impunis? Franchissant l'embarras des nations, un tribunal international vient d'être constitué à La Haye. Pour ces 11 juges civils qui sont déjà nommés, il y a urgence à ne pas entraver son fonctionnement, la même urgence que réclament à la face du monde les survivants. 11 juges pour 3 années de guerre, 11 juges nommés par l'ONU, déterminés à juger crimes et criminels en ex-Yougoslavie, et il y en a. Ils ont fait 200 000 morts et plus de 300 000 blessés. Les victimes de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide. Le tribunal international siège sous la présidence de ce magistrat italien. Il jugera les bourreaux de ces victimes civiles qui représentent plus de 90% des morts. Les grandes nations, Australie, Chine, États-Unis, France, ont délégué leurs représentants. Ils jugeront les hommes qui ont ordonné la destruction de tous ces objectifs qui n'avaient rien de militaire. Le tiers-monde aussi a voulu participer à ce tribunal, juges malais et égyptiens. Ils jugeront les responsables des viols innombrables commis en 3 ans de guerre. Ces magistrats jugeront si les assassins, les meurtriers, les bêtes de guerre leur sont amenés. 3 700 000 réfugiés réclament justice. Les milliers de morts au nom de la purification ethnique réclament justice. Toutes les victimes de la barbarie réclament justice. Dans plusieurs régions de l'ancienne Yougoslavie, l'existence de camps où l'on rassemblait des populations dans d'effroyables conditions était connue dès l'été 92. L'Organisation des Nations Unies savait. Un de ces rapports avait d'ailleurs été tenu sous le boisseau. Mais c'est un reportage britannique du 6 août 92 qui révéla au monde l'indicible. Dans une mine de fer désaffectée, précisément à Omarska, en Bosnie centrale, plus de 3500 personnes ont été détenues. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, 1000 y seraient mortes ou disparues. Il y avait là des intellectuels, des magistrats, des militants politiques, des paysans, des artisans, des femmes et aussi des enfants. Nous avons confronté les survivants aux photos de leurs tortionnaires présumés. Écoutez-les. Ce jour-là, un mensonge devint un document pour l'histoire. Une caméra révélée au Marska. Les gardiens avaient reçu l'ordre d'ouvrir les portes après un long travail de persuasion, mené entre autres par la Croix-Rouge. Dans leur mise en scène, les geôliers, tous serbes, avaient prévu la séquence course à pied, vie au grand air.
Ils oubliaient que la prise de vue enregistrait aussi les visages et les fonctions apparentes de chacun. Séquence réfectoire, étrange repas. Loin de nourrir, il semblait ne produire que de la maigreur. Nouveau personnage. Fusil mitrailleur à la main, dans une cantine. L'équipe de la journaliste anglaise Penny Marshall n'obtint aucune interview. « Je ne peux rien vous dire », avait murmuré l'homme. « Merci d'être venu. » Les officiels, eux, parlaient haut et fort, comme pour mieux asséner leur vérité de façade. Ce n'est pas un camp, c'est un centre de transit. Omarska et Tianopolis sont tous les deux des centres de transit. Double portrait. Elle et lui, responsables présumés du camp de transit, donc. Un camp où les hangars d'une ancienne mine de fer stockaient maintenant des femmes, des enfants et des hommes. À quelques dizaines de mètres, un préfabriqué, une maison blanche insignifiante, mais redoutée par tous les détenus. C'était le centre d'interrogatoire. Ultime rencontre, la vision de ce que l'on croyait à jamais disparu depuis la Seconde Guerre mondiale. Le mensonge devenait pur scandale. Un an et demi plus tard, arrestation en pleine rue à Munich. La police allemande sait qu'elle a affaire à un des tortionnaires de Marska. Son visage est encore caché du grand public, mais plusieurs témoins l'ont reconnu dans un centre commercial de la ville. Parmi eux, un jeune bosniaque musulman, Emir Jakupović, détenu à Omarska. Il raconte l'horreur au quotidien. Je suis sorti du hangar et ils m'ont donné l'ordre de jeter les corps à demi-mort dans la fosse de cet ancien atelier mécanique où on réparait les camions. Cette fosse faisait 2 mètres de long, 1 mètre de large et 1,5 mètre de profondeur. Elle était remplie d'huile de vidange. Sur ordre, j'ai jeté ces hommes à moitié morts dans cette fosse et je les ai retirés. Après, les hommes en treillis m'ont jeté moi aussi dedans. Puis, ils m'ont battu et m'ont ordonné d'arracher les testicules de mes codétenus avec les dents. Je l'ai fait. Après, ils leur ont mis de l'huile dans la bouche et du fil de fer dans les lèvres pour les empêcher de crier. Mais la douleur les faisait hurler. Qui vous a ordonné d'arracher les testicules de ces détenus? C'était l'un des hommes en treillis, Duško Tadić. Tadić, le voici, en survêtement, filmé chez son frère à Munich où il avait trouvé refuge avant son arrestation. 37 ans, serbe, père de 2 enfants. Il tenait un bar dans la ville de Kozarac, en Bosnie. Sa ceinture noire de karaté avait fait de lui une petite gloire locale. Sa photo vient rejoindre les images repérées dans le reportage sur le camp d'Omarska. En tout 4 clichés. De quoi commencer notre enquête. Zagreb, en Croatie. Quelques victimes des camps, nous le savons, y séjournent de façon précaire. Un centre d'information chargé de recueillir tous les témoignages sur la guerre a été mis en place. C'est là que nous voulions montrer nos pièces à conviction à Jadranka, la croate, catholique, et Nusreta, la bosniaque, la musulmane, toutes deux détenues à Omarska pendant 4 mois durant l'été 92. C'est Draženko. Je ne sais pas malheureusement son nom de famille. Il nous battait. Il massacrait les hommes en les battant aussi. Et la nuit, il les exécutait. Il le faisait de sa propre initiative. Mais il exécutait aussi des ordres. Il avait l'habitude de chanter des chansons serbes après. Je connais ce porc, un ivrogne, Mišo Kovačević. C'est un médecin anesthésiste. Il était président du comité exécutif de la commune.
à l'époque du gouvernement tripartite, avant la guerre. On se connaissait très bien. Quand j'ai été libéré du camp, il m'a dit « Putain, comment as-tu fait pour survivre ?» Šimo Drljača. Il travaillait au secrétariat du ministère de l'Éducation comme juriste avant la guerre. Quant à la femme, Nada Balaban, elle vient de Belgrade. Elle a travaillé comme professeure d'anglais. Elle était mariée à un médecin ophtalmologiste. C'est une vieille tigresse aux griffes ensanglantées. Oui, c'est Dule Tadić. Vous savez, lui, il n'était pas gardien à Omarska. Il visitait le camp de temps en temps. Mais quand il venait, c'était un véritable bourreau. Il venait quand il apprenait la présence d'un ancien voisin. On pourrait dire que c'est un malade pathologique, mais selon moi, c'est un tueur professionnel. Je n'avais vu ça que dans les films qui parlaient des camps nazis. Mais quand je parle d'Omarska, je sais que je peux comparer cela à ces camps nazis, devenus célèbres par leur horreur. C'était affreux. Il y avait des enfants, 240 en bas âge, des vieillards, des femmes, des intellectuels. Vous savez, la majorité des intellectuels musulmans et croates ont terminé leur vie dans ces camps, ouverts par les Serbes dans ma ville lors de l'occupation en 1992. Imaginez-vous un groupe de femmes d'une quarantaine d'années assises à une table, dont beaucoup parmi elles avaient un frère, un mari et un fils, un père emprisonné dans le même camp. Nous regardions comment ils les emmenaient aux interrogatoires. On entendait des cris effroyables et on voyait ensuite leur corps jeté à une vingtaine de mètres de nous. Il y avait parfois une pelleteuse qui venait les ramasser pour les charger sur un camion. Et pendant ce temps-là, on parlait pour que les gardiens nous voient. On riait même pour qu'ils ne se rendent pas compte que l'on voyait tout ça. On essayait de rester normal. Et même avec le reste de maquillage qu'on avait dans nos poches, dans nos sacs, au moment où on a été arrêté, on essayait de cacher les traces de nos larmes. On attendait avec impatience le début de la journée pour pouvoir compter combien d'hommes manquaient et si l'un des nôtres avait disparu. Chaque jour, on devait essuyer le sang dans les chambres où on interrogeait les détenus du camp. Parce que les gens, lors des interrogatoires, avaient subi de terribles tortures. Leurs geôliers avaient fabriqué des appareils spéciaux pour la torture, faits de fer, de bois, de caoutchouc. Les gens étaient battus à mort pour avoir fait soi-disant quelque chose dont ils étaient accusés. En fait, nous étions tous accusés, sans savoir de quoi ni pourquoi. Certains étaient liquidés immédiatement lors de l'interrogatoire, après avoir subi des tortures. Une amie à nous qui travaillait au réfectoire du camp avait appelé cette comptabilité le manège de la mort. Le manège de la mort parce que nous ne savions jamais quelle chaise demain resterait vide. Parfois, ils emmenaient les hommes à demi-morts, à demi-égorgés, avec des membres cassés, des hommes humiliés, des hommes que nous avions connus en pleine force au temps de la paix.
Ils les emmenaient par groupe de 30 et nous étions obligés de leur donner cette nourriture dégueulasse, de faire la vaisselle et de faire semblant de ne pas voir leur souffrance. À 200 km à l'est de Zagreb, il y a certainement d'autres rescapés du camp d'Omarska, nous avait dit Jadranka. Elle aussi tente de rassembler des témoignages. Ces multiples barrages, une dizaine en tout sur la route, la guerre et ses colonnes de chars, les villages dévastés, tout cela fait partie de son décor familier. À présent, son seul but est d'explorer les baraquements de Gassinchi. Ses anciens compagnons de souffrance vivent ici, anonymes, au milieu de 3000 réfugiés. La responsable du Haut Commissariat aux réfugiés participe à nos recherches. Au Marska, la région de Prijedor, bien sûr qu'elles connaissent. Surtout cette femme, dont le premier geste est de nous montrer la photo de son fils, disparu lui aussi dans le camp de Marska. Plus de nouvelles de ses proches, une situation presque banale, commune à la plupart des réfugiés. Pas une famille ici qui ne soit épargnée. Les autres, les survivants d'Omarska, ils sont là, baraquement 72. Ah, voilà mes copains d'Omarska. Ah, quelle surprise, quel bonheur. Comment se fait-il que tu sois venu jusqu'ici? Je suis avec des journalistes français, ils font une enquête. Une dizaine d'hommes qui n'ont aucun mal à reconnaître les chefs du camp d'Omarska. Le type au fusil mitrailleur, c'est le maigre qui nous battait toujours. C'est Draženko. C'est lui qui m'avait obligé à me faire couper les cheveux. Et celui-ci, c'était le commandant de la police. Lui, là. C'est le responsable du camp. Commissaire de police. Et ça, c'est le commandant d'Omarska. Le commandant, ça. Oui, ils travaillaient ensemble, avec l'homme au fusil mitrailleur. Et ça, commissaire de police. Et celui-là? Celui-là, je ne connais pas son nom, mais il devait faire partie de la direction du camp. Je connais son visage, mais je n'arrive pas à me souvenir de son nom. Et celui-là? La projection vidéo du reportage anglais sera encore plus édifiante. À leur tour, les victimes vont découvrir le mensonge de leur geôlier. La femme, c'était ma voisine avant la guerre. On habitait côte à côte. Douloureux de revoir les amis co-détenus, mais surtout insupportable d'entendre la femme Balaban affirmer que ce camp, on y transite, tout simplement. Tu parles, tuer 300 personnes, c'était rien pour eux? C'était quoi? Oui, c'est bien Tadic. Une nuit, ils sont venus avec lui et Tadic a dit « Fais-moi sortir 20 hommes ». Il voulait des grands, des costauds, pas des petits comme moi. Il voulait les plus forts. Quand ils sont sortis, il leur a dit de se déshabiller, puis il les a forcés à se tirer les uns les autres par les organes génitaux, jusqu'à ce qu'ils se les arrachent. Certains sont morts. 2 frères, Emir et Amir, ont survécu. Depuis, on ne sait rien d'eux.
Détailler les actes de chacun, dresser l'inventaire des victimes, c'est désormais un devoir pour Jadranka. Il l'oblige à sillonner le territoire au cœur de la Bosnie centrale. D'autres témoignages nous y attendent encore. On a rééquipé tout le bloc. Bernard Jacquemart et Claire Boulanger de Médecins du Monde sont du voyage. Depuis 6 mois, elle a recueilli sans exclusive près de 150 récits de Croates, de Serbes, de musulmans, tous meurtris par la guerre. Le tribunal international de La Haye les a d'ores et déjà enregistrés. À 50 km de Sarajevo, voici enfin Zenica. 160 000 habitants, dont 60 000 réfugiés. Leur unique façon d'améliorer l'ordinaire, un maigre commerce dans la rue, la revente de quelques restes d'aide humanitaire ou même d'effets personnels. Quelques cabanons, une école, autant d'abris de fortune pour d'autres rescapés d'Omarska. Ici, ils occupent ce qui était auparavant 4 classes. Ces Bosniaques musulmans sont en prière pour Goražde. L'offensive serbe contre la ville située à 90 km de là était alors à son comble. Dans 50 mètres carrés, ils sont plus de 30 personnes. Taraudés par la misère et cette mémoire de l'horreur qu'un simple Polaroid vient raviver. Il s'appelle Karkan. Oui, son surnom était Karkan, mais son vrai nom c'est Delić. Pendant son tour de garde, il y a eu beaucoup d'exécutions. Qu'est-ce qu'il avait comme responsabilité dans le camp? Il était le responsable d'une relève. Dans le camp, il y en avait 3. Elle se relayait toutes les 8 heures. Lui, c'était le responsable de la pire. Beaucoup de gens ont été tués lorsqu'il était là. Au camp de détention, mais pour lui, personnellement, il ne peut pas dire, il ne peut pas préciser qu'il a commis. Je voudrais dire aussi que mon père a été emmené pour être interrogé par lui. Je ne sais toujours pas ce qu'il est devenu. Lui, c'est Duško Tadić. Pendant sa relève, 3 personnes ont été tuées. Emir Karabačić, qui était policier chez nous à Kozarac, Enjo Alić et Yasmin, qu'on appelait Jaško. C'était des grands amis à Kozarac, vous savez. Dule était venu les chercher à Omarska et il les a massacrés d'une façon bestiale. Ils sont morts à la suite de ces tortures. Maintenant, il ne porte plus la barbe, mais au camp, il l'avait. Dans cette école, la promiscuité est totale. Mais soit, on y vit sans la terreur de la torture. Et surtout, sans l'angoisse d'un passage à la Maison Blanche. C'est dans cette Maison Blanche que l'on a été le plus maltraité. Un soir, ils étaient 7 ou 8. Ils avaient tous moins de 30 ans. Ils étaient fous furieux. Et ils ont commencé à nous battre. On était 51 dans la pièce. Un homme malade était couché sur une table. Il était assez âgé. Ils l'ont battu avec une matraque en bois d'à peu près 80 cm. À lui et à moi, ils nous donnaient des coups de botte sur le visage.
C'est difficile. C'est difficile à dire. C'est difficile à comprendre que nos voisins d'hier aient pu se comporter de manière aussi bestiale avec nous. On vivait ensemble et d'un jour à l'autre, tout a basculé. Il nous a soifés, il nous a affamés, il nous battait avec tout. Et tout ce qu'une imagination maladive pouvait inventer, ils l'ont expérimenté sur nous. Je voudrais seulement que la justice puisse vaincre en Bosnie, que cette guerre se termine, que les coupables soient punis, parce qu'il serait incroyable que ceux qui ont commis des crimes aussi horribles, comme à Omarska, continuent de se promener librement et restent impunis. Ce serait mon désir. Même exigence de justice au cœur de Zenica, à la mairie cette fois. Le centre de documentation sur les crimes commis en Bosnie-Herzégovine y est dirigé par cet homme. Depuis des mois, Ragi Bacic réunit les cris, les douleurs des victimes. Une correspondance quotidienne incessante. Cette lettre vient d'un homme qui affirme avoir été torturé par Duško Tadić. Les accusations sont si nombreuses, si massives, qu'on en est au listing informatique. Pour chaque colonne, des lieux, des massacres, des blessés. Une tragédie presque chiffrée en noir et blanc. Duško Tadić, par exemple. Il n'est pas devenu criminel comme ça, par hasard. Quelqu'un avait imaginé le cadre de son crime. Quelqu'un l'avait politiquement réfléchi. Quelqu'un avait donné des ordres. Et lui, il les a exécutés. C'est pourquoi il faut juger les responsables du régime de Belgrade. Et c'est la seule façon pour que cette guerre en ex-Yougoslavie, et là-dessus je suis très pessimiste, elle ne se limitera pas uniquement à la Bosnie, que cette guerre obtienne un épilogue juste. Le doute face à ce que l'on voudrait être un épilogue juste, chacun ici partage ce sentiment. Je continue à lutter avec Jadranka pour expliquer aux gens ce qui s'est passé là-bas et ce qui s'y passe encore. Mais je suis déçue par la politique mondiale, par toutes les institutions internationales. Jusqu'ici, on n'a rien fait. Et j'ai peur que l'agresseur soit amnistié, qu'on finisse par trouver une solution et qu'on oublie tout ça. Moi, je ne connais que les petits exécutants. Mais si je regarde le mal qui nous a été fait à nous tous, je vois ces deux donneurs d'ordre, ces deux porcs, Karadzic et Milošević. Quand on arrêtera de dérouler devant eux le tapis rouge, et lorsqu'on leur mettra la corde au cou, alors j'y croirai à ce tribunal international. Les Serbes ne furent pas les seuls à avoir organisé de tels camps. À la fin mars 1994, la Croix-Rouge en avait recensé 29, avec 10 000 détenus sous la férule des Serbes, mais 8 camps étaient aussi tenus par les Croates et 8 autres par les musulmans. La Croix-Rouge a pu visiter ces lieux de concentration,
mais de nombreux sont restés inconnus. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux seraient supprimés. Les camps n'étaient en réalité qu'un instrument de ce qu'on appelle l'épuration ethnique. Avant d'en arriver là, la machine de guerre serbe a connu une longue période de mise en route. Mais peu à peu, une idéologie est venue légitimer l'injustifiable. Officiellement, l'ancienne armée fédérale était censée s'interposer entre les belligérants. En fait, il n'en était rien. La propagande d'abord, le nationalisme ensuite, les armes enfin, se sont prêtées main forte pour enclencher les rouages d'une mécanique qui allait broyer les populations par milliers. Un réveil douloureux. À Belgrade, la guerre ne se voit pas vraiment dans les rues. Elle est pourtant omniprésente dans les esprits. Cela fait 3 ans qu'elle dure. Elle détruit les têtes des plus faibles, celles des enfants. Ils ont 10 ou 12 ans. À coups de lame de rasoir ou de cigarette, ils n'ont pas voulu être en reste. Les blessures des soldats sont ici tellement glorifiées que les enfants s'automutilent pour être comme des héros. Et voilà ce que ça donne. C'est la mode chez les jeunes à Belgrade, pour prouver qu'on a du courage, de la force. Et il y en a beaucoup comme ça qui s'automutilent. Voilà, tout ça, ça se passe à Belgrade, là où il n'y a pas la guerre. Ce n'est pas ce que montre la télévision d'État. Le reportage a été réalisé par une toute petite équipe qui fabrique chaque semaine 60 minutes de programme diffusés sur Belgrade par une chaîne privée. Ils n'existent que depuis 4 mois. Ils ont tous démissionné de leur confortable poste à la télévision nationale pour s'installer dans la précarité. Leur volonté de ne plus se soumettre à la propagande officielle a été plus forte que tout. La télévision officielle est quasiment l'unique source d'information. Elle diffuse sur tout le territoire. Elle ne propose aucune alternative. Alors, au bout d'un certain temps, vous acceptez tout ce qu'elle raconte. Son influence est immense, décisive sur l'esprit des gens. Nous avons plusieurs exemples de combattants volontaires qui, revenus du front, nous racontent qu'ils sont allés se battre sous la pression des images que la télévision diffusait. Ils ne pouvaient plus supporter de voir, d'entendre ce que disait la télé sur les soi-disant souffrances endurées par notre peuple. Chacun y allait de son clip pour battre le rappel. Les vedettes du showbiz avaient endossé l'uniforme. « Maman, ne pleure pas, je vais défendre mes frères en danger ». La phrase s'adressait aussi à la fiancée qui devait être fière, aux enfants pour l'avenir desquels on se battait. Il n'y avait pas de guerre, juste un sursaut pour protéger 4 millions de Serbes vivant à l'extérieur de la République. La thèse officielle, vieille de 3 ans, n'a pas changé. On n'accepte pas que les droits des Serbes sont moins respectables, moins valables que les droits des musulmans ou des Croates. C'est la cause du problème, et pas du tout une idée de la Grande Serbie. Nous n'avons aucune aspiration territoriale. Est-ce si vrai? La République de Serbie avait été dessinée par Tito après la Deuxième Guerre mondiale. La voilà aujourd'hui avec l'ensemble des territoires qu'elle occupe. Les conquêtes militaires révèlent de fait l'objectif inavoué, la réunification des peuples serbes dans un État futur.
D'ores et déjà, les tenants de la Grande Serbie peuvent se targuer d'occuper près de la moitié de l'ex-Yougoslavie. La remise au pas de la province autonome du Kosovo, en 1989, avait déjà montré comment Belgrade légitimait l'utilisation de la force. Le face-à-face durait depuis près de 10 ans. Le Kosovo est majoritairement habité par des Albanais, ils représentent environ 90% de la population. Obstinément, ils manifestaient leur désir de liberté, d'émancipation. Le statut de république à part entière était réclamé de plus en plus fort. Mais les grands frères de Belgrade ne l'entendaient pas ainsi. Le scénario est de mieux en mieux rodé à partir de 1986. Les attroupements fréquents sont dispersés par l'armée fédérale, les agitateurs fichés par la police secrète. Les troubles ont connu de nombreux épisodes tragiques, morts, blessés, couvre-feu. À plus de démocratie demandée au Kosovo, Belgrade répond en écho de manière spectaculaire. Le Kosovo restera serbe. Du jamais vu, 1 million de personnes pour défendre une cause extrêmement sensible, la terre des ancêtres. À la tribune, le président de la Ligue des communistes de Serbie écoute. Slobodan Milosevic comprend l'exploitation qu'il peut faire de cette crise. Le poste de président de la République est pour bientôt. Chaque peuple a de l'amour pour ce qui réchauffe son cœur. Pour la Serbie, c'est le Kosovo, et c'est pourquoi le Kosovo restera en Serbie. On gagnera la bataille pour le Kosovo, malgré les obstacles qu'on nous dresse à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et on leur dit, nous n'avons pas peur. Nous mènerons chaque bataille. Nous mènerons chaque bataille avec l'intention de la gagner. Slobo, crie la foule. Là-bas, les émeutes s'amplifient. Il y va de la survie du peuple serbe. 20 000 habitants seraient tyrannisés par 1 880 000 Albanais. Les intellectuels montent au créneau. Le Kosovo, c'est la Serbie. Il faut que cela soit ainsi. Si hier il n'y a eu que 20 victimes, il faut qu'il y en ait 20 fois plus, 400 fois plus. Nous devons défendre chaque pouce de notre territoire, chaque pouce de notre spiritualité. Les monastères, le patrimoine culturel, l'histoire des batailles contre l'ennemi turc et musulman, Vuk Drašković, l'écrivain, soutient la minorité en péril. 3 doigts tendus pour associer la Trinité au sort de la Serbie. Quiconque sur ces terres tend le bras avec un drapeau turc, un drapeau croate, un drapeau albanais ou n'importe quel autre drapeau restera sans bras et sans drapeau. État d'urgence proclamé, les chars dictent leurs lois, celle du plus fort. L'autonomie de la province est annulée. Police, justice, enseignement, vie politique, tout est repris en main par Belgrade. Les enfants ne sont pas les seuls à observer le défilé militaire. La Croatie, la Slovénie voient d'un œil très inquiet la Serbie s'agrandir. Elle s'engage sur la voie de l'indépendance, d'autant qu'en Voïvodine, la République serbe a là aussi étendu ses pouvoirs. Ils ne sont pas très nombreux. Une poignée d'écrivains, de cinéastes, de professeurs. Ils appartiennent au cercle de Belgrade, quelques dizaines d'intellectuels serbes traités par le pouvoir d'ennemis du peuple. Mais ils ne se taisent pas. Ils dénoncent ceux qui sont à l'origine de la guerre. À notre avis, les guerres sur le territoire de l'ex-Yougoslavie étaient d'abord préparées dans les mots et puis elles se sont transformées dans les guerres avec les armes, avec les balles. Ça veut dire que nous, comme les gens qui s'occupent de la science, des arts, de la culture en général, nous sommes parfaitement conscients qu'une grande part de la responsabilité pour les guerres en Yougoslavie retombe sur les intellectuels. Des intellectuels qui se sont lancés en politique.
L'écrivain Vuk Drašković devient leader du Parti du renouveau serbe et le nationalisme fait sa comble. C'est l'époque où l'on théorise dans tout le pays sur les origines du grand peuple serbe, sur le communisme qu'il a anéanti, sur cette identité qu'il faut retrouver au risque de disparaître. Drašković sait, comme beaucoup d'autres, utiliser les mots qui font mouche. Les Serbes restent aujourd'hui la nation la plus nombreuse, la plus grande, la plus forte, de Vienne à Constantinople. Succès garanti. La foule acclame son nouveau sauveur. Vuk, traduction le loup, a réussi son effet. L'escalade verbale s'amplifie dans d'autres bouches, tout aussi applaudie. Les Serbes, qu'ils le veuillent ou non, doivent vivre dans un même état. Et les autres, comme ça leur chante. Qui est le plus grand ennemi du peuple serbe? Ce sont les renégats serbes, ceux qui ont honte de dire qu'ils sont serbes, ceux qui veulent encore une fraternité avec les Croates, ceux qui veulent encore la Yougoslavie. L'un d'eux a dit que notre destin était lié à celui des Croates et que les Serbes n'allaient pas survivre si nous ne vivions pas ensemble. Frères et sœurs, s'il n'y a pas d'existence sans les Croates, que Dieu fasse en sorte qu'il ne reste plus de traces de nous dans les Balkans. Tous les mots avaient été dits, les bottes pouvaient passer à l'action. Arkan, nom d'état civil, Jelko Rasnjatović. Un commandant militaire? Non. Un restaurateur, homme d'affaires crapuleux, un braqueur de banque recherché par Interpol. Accessoirement président du club des supporters de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et des supporters, il en a beaucoup. 10 000 hommes, devenus sous ses ordres mercenaires, milices paramilitaires. Il les appelle ses tigres, leur mot d'ordre, pas de pitié. Lui croyait protéger la Yougoslavie. Militaire de carrière, serbe comme 70% des officiers de l'armée régulière, le général Trifunović commandait en 91 une caserne en Croatie. Le voici aujourd'hui à Belgrade, en compagnie d'un avocat. Il est accusé par sa hiérarchie d'avoir abandonné son poste et son matériel. Les Croates avaient attaqué sa caserne. Malgré ses multiples appels à l'aide pour obtenir du renfort, rien ne vint. Quand j'ai senti que la catastrophe était imminente, quand j'ai senti que nous n'avions plus aucune chance de nous en sortir, le combat était en notre défaveur, seule la mort, la tragédie nous attendait. Alors, j'ai décidé au dernier moment de permettre à mes hommes de sortir de cet enfer pour éviter qu'ils nous anéantissent tous. J'ai été abandonné par mes supérieurs. Mon unité a été sacrifiée. Elle a été laissée pour compte afin que les forces nationalistes croates la détruisent. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Aucune en tout cas qui soit défendable. Mais moi j'en conclus que ce qui était recherché, c'était l'effondrement de la fédération yougoslave, l'effondrement de son armée. Parce que nous étions les représentants de la Yougoslavie et de son armée fédérale. Mais y avait-il un plan de destruction de la Yougoslavie, un plan de guerre? Y avait-il à votre connaissance un vrai plan militaire? Je ne peux pas parler de plan officiel. Mais si ce plan existait, c'était dans la tête des nationalistes et de tous les partisans de cette politique nationaliste. Une quarantaine de généraux de l'armée fédérale furent limogés ou mis à la retraite dès les premiers mois de la guerre. Certains parce qu'ils étaient croates ou slovènes, les autres étaient serbes. Ils refusaient d'entrer dans la machine de guerre concoctée par Belgrade, le plan RAM. Un plan qui prévoyait une répartition des tâches entre milices et militaires. Les hommes travaillaient main dans la main.
armes et munitions étaient partagées. Le gouvernement de Belgrade a toujours nié les relations des soldats avec les troupes d'Arkan. Un document filmé à sa gloire prouve le contraire. Réunion des chefs de section pour déterminer la stratégie d'attaque du lendemain. Les combattants serbes sont à proximité de Vukovar, ville croate, qui résiste à l'assaillant depuis 2 mois et demi. L'armée participe à l'opération avec 2 ponts démontables. Les gars vont installer 2 ponts, par là. Ils vont faire traverser les chars et ils poursuivront leur route. Nous faisons une attaque éclair. Il faut percer le front ici. L'armée va nous appuyer et tirer avec ses chars sur les premières maisons. Elle va faire diversion. Mais pensez-y, l'armée n'entrera pas à l'intérieur du village. Ça, c'est un village à majorité serbe. Dans les caves, les éclaireurs nous l'ont dit cette nuit, il y a des Serbes. Au rez-de-chaussée, il y a des Oustachis. Donc il faut faire attention. C'est pas une opération classique. C'est un travail plus délicat. C'est pas un nettoyage habituel. Il ne faut pas jeter une bombe dans chaque cave parce que si tu jettes une bombe, tu tueras les nôtres. Il faut faire attention. Il y a des Serbes. C'est notre sang. C'est notre peuple. Donc attention à ne pas tuer ton frère serbe. Et le lendemain, comme promis, les passerelles sont là pour le passage des troupes et des chars, les tirs d'obus sur les premières maisons aussi. Les autorités serbes affirment depuis le début du conflit que l'armée s'interpose entre des civils qui combattent. L'armée ne ferait que défendre des populations serbes menacées. Il suffit de constater la progression des lignes serbes en Croatie pour comprendre qu'elles gagnent surtout du terrain. La Stalingrad croate, Vukovar. Bombardements aériens, tirs de mortier, population civile massacrée. Même les blessés de l'hôpital ont été exterminés. Les assaillants appliquaient bel et bien leur serment, pas de pitié. Est-ce un hasard? 2 jours après la chute de Vukovar, Arkan et ses tigres rôdent dans les faubourgs de la ville. L'occupant fait son boulot, le tri. Dis-moi où t'as mis ton uniforme? J'en ai pas d'uniforme. Comment ça t'as pas d'uniforme, puisque t'en avais un? Mais non, j'en ai pas. T'as pas d'uniforme. Toi, tu m'as oublié. Allez, mets-toi là. Lui doit montrer son caleçon. Au règne de l'arbitraire, on s'abstient de demander pourquoi. L'arrogance d'Arkan va peut-être s'ébranler. Accusé par des centaines de témoignages, Jelko Rasniatovic évite de se montrer en public. Son nom est en bonne place sur la liste des criminels appelés à comparaître devant le tribunal de La Haye. Atrocités, massacres de civils, un réquisitoire dressé par Laurent Siegelberger, ex-secrétaire d'État américain, Amnesty International, Helsinki Watch et les rapports de l'ONU. Tous le suspectent d'être auteur de crimes contre l'humanité. Eux aussi étaient à Vukovar. Autre bande de mercenaires sanguinaires, les Aigles Blancs. Une tête de mort pour emblème. Ils sortent des décombres de la ville, le triomphe nauséabond. Voici leur chef, Vojislav Šešelj. 8000 hommes sont sous ses ordres. Son palmarès n'a rien à envier à celui d'Arkan, lui aussi est présumé auteur de crimes contre l'humanité. À Belgrade, il ne se cache pas, bien au contraire, il a pignon sur rue. Comme Arkan, il s'est lancé dans la politique, avec plus de succès. Député d'extrême droite et leader du parti radical serbe, son slogan électoral donne la mesure de l'idéologie qu'il défend. Il faut égorger les Croates avec une cuillère rouillée. Il appelle ses hommes ses ducs. Et de fait, on sent tout de suite la noblesse des personnages. L'accueil est immédiatement chaleureux.
Qui c'est cela? Qu'est-ce que vous faites là? On se sent aussi plus léger quand on souhaite une interview du député Chechel. Plus léger de 3500 francs. Très vite en tout cas, on comprend à qui on a affaire en pénétrant dans son bureau. Nous faisons payer les interviews seulement aux journalistes qui viennent des pays dont les gouvernements ont envers la Serbie une politique officielle ennemie. Nous pensons qu'il ne faut rien céder aux puissances occidentales, qu'il faut nous opposer, rester fermes, refuser leurs ultimatums, rejeter leurs menaces et ainsi sauvegarder tous les pays serbes. De plus en plus souvent, il est question ces jours-ci dans la presse d'une justice internationale qui permettrait de juger les criminels de guerre. Qui sont-ils d'après vous? Moi, personnellement, je ne reconnais pas ce tribunal de La Haye. Je pense qu'il n'a aucun fondement juridique. Mais si on m'invite, moi, au tribunal, j'irai volontiers immédiatement. Et je ne voudrais jamais rater un tel spectacle. Et quelle serait votre défense? Je n'ai pas à me défendre. Je peux seulement attaquer. Nous, les Serbes, nous n'avons jamais voulu cette guerre. Elle nous a été imposée. Les coupables de cette guerre, c'est vous, l'Europe occidentale et les États-Unis. Vladan Vassilievitch connaît l'argumentation de ses concitoyens par cœur. Elle se résume en 2 phrases. Nous ne sommes pas l'agresseur et le monde entier est contre nous. Lui, c'est le régime nationaliste de Milosevic qu'il veut voir tomber, ou du moins condamner à La Haye. Mais Arkan et Chechel devant un tribunal international, ils n'y croient pas beaucoup. Ils sont protégés par le gouvernement serbe, en première lieu. Après cela, le Parti socialiste de Serbe, monsieur le président de la République serbe, parce qu'ils ont travaillé beaucoup de choses qui sont sales dans cette guerre, n'est-ce pas, pour les intérêts du gouvernement serbe, pour le gouvernement de la République serbe à Bosnie-Herzégovine, la République serbe de Krajina, etc. Et c'est cause pour leur protection ici chez nous. Au cœur même de Belgrade, capitale instigatrice de l'épuration ethnique, une équipe de juristes serbes enquête. Leur protection tient en 3 lettres, ONU. Les ordinateurs sont en relation avec ceux de la Commission des droits de l'homme de Chicago. Ils recensent et décortiquent les témoignages parvenus de Bosnie-Herzégovine, la chasse aux musulmans. Les mots de la terreur qui font partir sur le champ. Les mots du désespoir. Les cris des mères qui veulent sauver leurs enfants. 2 700 000 personnes chassées, étape préliminaire de l'épuration. Ils enfermaient les civils, ils les mettaient en prison, ils perpétraient des assassinats massivement, ils appliquaient des méthodes précises, ils pillaient, brûlaient des villages dans un seul but, chasser la population. Destruction méthodique. 2e étape. Il n'y a plus de mosquées. La Bosnie est méconnaissable. Nous avons de nombreux témoignages qui prouvent qu'à un certain moment, on a cherché à tout anéantir. On s'est efforcé dans cette guerre de détruire toute trace de l'existence d'une communauté culturelle, toute trace de l'existence d'une civilisation. Objectif final? Les hommes politiques, les commandants militaires serbes de Bosnie ne se satisfaisaient pas des territoires conquis. Ils chassaient les populations en poursuivant un autre objectif, séparer les peuples, diviser les groupes ethniques, prendre le pouvoir et dresser des murs de Berlin entre les gens. Et d'après ce que nous constatons, ils y ont réussi. On peut même dire qu'ils n'ont pas rencontré beaucoup d'opposition de la part de la communauté européenne. En 2 ans,
70% du territoire de Bosnie-Herzégovine est occupé par les Serbes. Ils s'autoproclament République serbe de Bosnie. Leur capitale a pour nom Palais. Il y a quelques jours, M. Mazowiecki, qui dirige la Commission des droits de l'homme à l'ONU, vous a accusé, une fois de plus, d'être responsable de l'épuration ethnique. Il se trompe complètement. Il s'appuie sur des sources d'origine musulmane et croate. Son travail est très mal fait. C'est vraiment du très mauvais travail. Ce qui s'est passé en Bosnie, jusqu'à présent, c'est une guerre civile. Ce sont des civils qui se battent entre eux. Même à Goražde, il était impossible d'établir de véritables cessez-le-feu, parce que les musulmans ne le voulaient pas. C'étaient des civils serbes et musulmans qui se battaient, pas seulement l'armée. On peut donner des ordres aux armées, mais pas aux civils. Ils sont tous réunis pour le 2e congrès des intellectuels du pays. Hommes politiques, hommes de science et de culture, le dernier orateur vient de finir son discours. Arrive du fond de la salle un visage connu mais non invité. Vuk Drašković, celui qui il y a 5 ans parlait de couper les bras et les drapeaux, celui qui faisait l'éloge de la puissance du peuple serbe, impose sa présence et sa prise de parole. Mesdames, Messieurs, si je n'étais pas conscient que certains parmi vous, qui aiment s'appeler intellectuels serbes et qui souhaitent continuer à transformer leurs paroles et leurs rêves malsains en réalité sanglante, je ne serais pas là aujourd'hui. Je suis venu dire qu'il faut arrêter ces gens-là. Quel congrès avons-nous fait? Ce n'était pas une réunion d'hommes responsables devant l'histoire, la culture, la religion serbe, mais une foire d'empoigne où l'on prenait les passions les plus basses. C'est la cave de l'intelligence, la fange intellectuelle qui a lancé cette sale guerre. Sortez-le, faites-le taire. Drašković ne pourra pas poursuivre son réquisitoire. L'examen de conscience n'est pas à l'ordre du jour. Le gouvernement serbe livrera-t-il les coupables d'exaction au tribunal de La Haye? La réponse des autorités de Belgrade renvoie la communauté internationale aux multiples guerres du passé, laissées sans procès. Quel est cet impératif moral qui donne l'amnistie à tous ces criminels de guerre et qui insiste sur la punition des criminels de guerre dans la crise yougoslave? C'est pour cette coloration politique anti-serbe que nous avons informé le secrétaire général qu'il ne serait pas possible de reconnaître la compétence de la Cour. Les voix pour continuer le combat sont encore largement majoritaires à Belgrade. Ceux qui le refusent s'exhibent avec provocation. Nus, photographiés comme une plainte silencieuse, exposés au regard du monde, exilés loin du pays qui leur fait honte. 3000 visages d'artistes serbes ont, eux, vu un impératif moral à quitter leur pays. En ex-Yougoslavie, les crimes de guerre n'ont pas été le seul fait des Serbes. Des charges pèsent aussi sur des Bosniaques, selon les observateurs internationaux. Et les Croates. Voici un cas. Stupnido était un petit village de Bosnie centrale où vivaient un peu plus de 200 personnes. Brutalement, en 2 jours, les 23 et 24 octobre 1993, il fut pratiquement rayé de la carte et ses habitants massacrés. Responsables, des hommes en armes portant l'uniforme du HVO, l'armée croate. 7 mois après, aujourd'hui donc, est-il possible de retrouver les auteurs de ce massacre? Est-il possible de savoir
Qui l'a dirigé? Qui l'a planifié? Qui a vraiment donné l'ordre d'attaquer Stupnido? Et tout simplement, est-il encore possible aujourd'hui d'identifier les vrais responsables? Ils l'ont égorgé, mais pas jusqu'au bout, pour qu'il agonise devant nous et pour qu'on le regarde. Et nous, on ne pouvait plus rien supporter, ni pleurer, ni avoir peur, ni crier, ni rien. Car ils ne nous autorisaient même pas à pleurer, ils tuaient aussitôt celui qui se mettait à pleurer. Et puis ils ont tué aussi mon père d'une rafale tirée en plein cœur, et un garçon avec lui. Un homme a été tué dans cette maison, là-bas derrière. Et puis ils ont brûlé vif 2 vieillards, là-bas, derrière la maison. Et puis 2 autres aussi à côté. Ils ont assassiné mon père, là, derrière cette autre maison. Vous irez voir. En tout, ils ont tué 10 personnes. Ici, rien qu'ici. Ils ont d'abord égorgé un voisin, ici, à l'angle de la maison. Ensuite, ils ont tué le père de mon mari. Ils lui ont tiré dans la poitrine. Ils l'ont jeté sur le dos. Ils ont tué un voisin, lui, ils l'ont jeté à plat ventre et ils lui ont tiré dans le dos. Ils ont tué ma voisine sur ce tronc d'arbre. Elle leur avait dit de ne pas nous faire du mal, de prendre tout ce qu'on avait, mais un homme l'a tué d'une rafale de mitraillette et le corps est tombé là, par terre. Ensuite, le soldat m'a demandé où était mon mari et il m'a donné des coups de pied dans la bouche. Je croyais qu'il allait me tuer. Il nous a ensuite tous alignés ici, moi et mes 2 enfants, 2 voisines et leurs enfants. J'ai vraiment cru qu'ils allaient tous nous tuer. Que de tout ce monde, personne n'ait pu s'enfuir, se sauver. Tout ça, c'était des civils, des enfants. Personne n'était coupable de rien. Pendant que les uns entouraient le village par les collines, les autres rentraient. On était tous complètement bloqués. Les ruines sont encore fumantes 4 jours après le massacre. Et c'est un spectacle de désolation qui s'offre aux premiers casques bleus parvenus sur place. De Stupnido, petit hameau de la montagne bosniaque, de ses 53 maisons, de ses 250 habitants, il ne reste rien. Au petit matin du samedi 23 octobre 1993, plusieurs centaines d'hommes en armes attaquent le village. Pillage, viol, exécution sommaire, la tuerie va durer tout un samedi et tout un dimanche. Des enfants, des femmes, des vieillards sont exécutés, parfois à bout portant. Aux yeux de leurs assassins, tous sont coupables d'un seul crime, être nés musulmans. Derrière eux, les auteurs de ces atrocités vont tout incendier. Ils iront même jusqu'à brûler les cadavres de leurs victimes pour tenter de faire disparaître toute trace de leur forfait. Du macabre des contes, les soldats de la paix auront toutes les peines du monde à retrouver d'abord, à identifier ensuite ce qu'il reste de 38 corps. Sur tous les corps, on constate des blessures par balles au niveau de la poitrine et des balles qui sont ressorties par le dos. La supposition, d'après les médecins légistes, c'est que toutes les victimes ont été couchées et ligotées avant d'être exécutées. Il n'existe pas de crime de guerre normal, ni d'échelle de crimes de guerre normaux, plus ou moins criminels. Chaque crime de guerre est grave, terrible et impensable pour l'esprit d'un homme normal. Stupnido est un cas très grave. Il est certainement en tête des cas qui se sont produits sur le territoire de Bosnie-Herzégovine. Loin de Sarajevo, encore plus loin de la justice des hommes, Stupnido n'en a pas encore terminé avec son cauchemar. Pourtant, ils reviennent. Au cours de la tragédie de l'automne dernier, ils n'ont dû leur salut qu'à la chance, qu'au hasard, qu'à la fuite peut-être. Aujourd'hui, pour retrouver quelques traces de leur passé, pour reconstruire ce qui fut toute leur petite vie,
ou tout simplement pour faire fleurir leurs terres, seule chose que les autres n'ont pu détruire, alors ils montent au village pour la journée. Avec le printemps, la vie a repris pour les survivants de Stupnido. Uznija aussi est remonté. Le 23 octobre, il faisait partie des défenseurs bosniaques de Stupnido. Mais à 1 contre 15, le combat a vite tourné court. Dans sa maison totalement détruite et brûlée, il se souvient que jusqu'à ce jour noir d'octobre 93, la guerre les avait épargnés. On vivait comme une grande famille. Là-bas, il y avait des Croates. Là-bas, des Serbes, des maisons à côté de nous. Là encore des Croates. Et là-bas aussi des Croates. On a vécu tout ça ensemble jusqu'à la guerre. Mais puis ces imbéciles, ils nous ont tous poussés dans le précipice, dans l'enfer. Ses bourreaux voulaient la brûler vive. L'épouse d'Uznija ne les oubliera jamais. Certains étaient masqués, d'autres avaient 3 traits de couleur noire sur le visage. Sur la poitrine, ils avaient des insignes, des fleurs, le U des Ustachis et le blason croate dessiné avec des rubans blancs. Ici, des soldats, il y en avait à peu près 15 dans la cour. Et sur la route aussi, il y en avait. Ils nous ont tous alignés pour nous tuer. À l'épaule gauche, ils avaient des marques et des bandes blanches. Ils avaient des insignes de l'armée croate et certains d'entre eux avaient le visage maquillé. À la lumière de ces témoignages, c'est donc l'armée croate de Bosnie qui serait responsable de ce massacre. En tout cas, des soldats portant ces uniformes. Pour bien comprendre, il faut se rappeler qu'à l'époque des faits, Varech, ville minière de la vallée, à 8 km seulement en contrebas de Stupnido, était une place forte du HVO, l'armée croate de Bosnie. Chef des casques bleus dans la région, un major suédois se rappelle de l'agitation particulière autour de Varech dans les jours qui ont précédé le massacre du petit village bosniaque. Il y avait beaucoup de gens bizarres à Varech à ce moment-là. Des gens vraiment étranges. Je ne peux pas dire à quelles organisations ils appartenaient. Mais ils étaient beaucoup plus fragiles, beaucoup plus violents que les soldats de l'armée croate dans cette zone. Ils tiraient sur nos blindés, ils ont même balancé des grenades sur nos véhicules médicaux. Je ne pense pas que tout ça puisse être le fait des soldats croates d'ici. Témoignages que confirment des rapports de l'armée bosniaque, rapports confidentiels et couverts par le secret militaire. Dans ces lignes, il apparaît que les renforts en hommes et en soldats venaient de villes de Bosnie tenues par l'armée croate et que ces troupes étaient en fait commandées par un seul homme, un certain Ivica Rajic. Rajic, un nom qui revient pratiquement dans tous les procès-verbaux d'audition recueillis au sein de la population bosniaque de Varech. Rajic, un nom qui n'est pas inconnu pour les observateurs étrangers. Dépêché à Varech, alors même que le massacre de Stupnido est en train de se dérouler quelques kilomètres plus haut dans la montagne, la mission d'observation européenne, dans un rapport du 25 octobre, souligne tout l'intérêt à rencontrer le véritable patron des forces croates sur place, un certain Rajic, commandant de l'armée croate dans la ville de Kiseljak. À la commission d'État des crimes de guerre de Sarajevo, 8000 cas sont déjà enregistrés sur ordinateur. Témoignages de victimes, liste d'auteurs de crimes, tout est archivé là et réparti en 3 exemplaires ailleurs dans la ville pour éviter tout risque de destruction. Sur l'écran, au nom d'Ivica Rajic, peu de renseignements. Une seule série de témoignages où son nom apparaît et un numéro, le 5 814 667. Si dans la capitale bosniaque, Rajic est un numéro, à Kiseljak, il est autre chose. Dans cette petite ville, véritable fief croate, à 30 km seulement de Sarajevo, et pratiquement épargnée par la guerre, il règne une atmosphère lourde, mélange de ferveur et de terreur. Au pied de l'église dominant la ville, tous les cafés portent le nom de Jérusalem la chrétienne. Cafés devenus au fil du temps et de la guerre, les repères préférés de bandes, dépeintes souvent comme de véritables gangs, faisant régner la violence sur la ville et alentour. HVO. Beaucoup ici arborent ces 3 lettres
symbole de l'armée des Croates de Bosnie. Impossible de discerner les vrais soldats des autres, de miliciens par exemple. Et ici, c'est la Croatie. Tout ça, là. Et toute la Bosnie. Et toute l'Herzégovine aussi. C'est dans ce contexte que va se dérouler notre première rencontre avec celui qui tient d'une main de fer la région. Précisément à la télévision locale de Kiseliak. Rencontre indirecte à travers le reportage effectué à l'occasion d'une récente parade militaire. Sur l'écran de télévision, nous découvrons alors le vrai visage de Raić, dont notre caméra filme clandestinement l'image. Une vidéo dont nous allons nous servir le soir même pour tirer une épreuve photographique en noir et blanc. Un document d'importance pour la suite de l'enquête. Les photos récentes de l'homme sont rares et il aime, dit-on, changer d'apparence. Retour à Stupnido. Pour la première fois, les victimes face à l'image de leur bourreau présumé. Cet officier-là qui est venu là-haut, c'est pas lui? Voulez-vous regarder cette photo, madame, pour nous dire si c'est bien Ivica Raić que vous avez déjà vu? C'est bien lui? Tu sais cet homme qui est venu dans ton village de Lipa? Il avait des gants noirs, des bottes noires et une casquette, comme sur cette photo. Et d'après son visage, tu le reconnais? Je pense que c'est lui. Il s'est promené devant ma maison, c'était quelques jours avant l'attaque. Il est venu ici à Lipa. Le jour de l'attaque, je ne sais pas. Je n'ai pas vu, mais ce qui est sûr, c'est que je l'ai vu avant, là-haut, où se trouve ma maison. Au moment de l'attaque, en fait le jour même de l'attaque, je ne sais pas vraiment où était basé le commandement. Non, mais lui, il n'était pas ici ce jour-là. Je veux dire dans le village. Il pouvait être dans la ville ou tout là-haut. Ou en bas, j'en sais rien. Mais il n'était pas dans le village. Ceux-là, vous savez, ils se gardent bien des balles. Ils se tiennent loin des combats, ils poussent devant des idiots. Des types drogués. Devant la mairie de Kiseliak, la voiture de Raić. À partir de ce moment, notre caméra tourne clandestinement. Juste une entrevue et puis de vous voir avec vos hommes, avec l'artiste. Si c'est possible. Il demande si c'est possible d'avoir un entretien avec vous. Mais tu sais, je dois pas me montrer en public. Je leur ai déjà expliqué ça, mais qu'est-ce que tu en penses? Il vaut mieux aller chez le commandant Tolo? Ouais, le mieux c'est de le faire avec Tolo. Il acceptera, je lui dirai d'accepter. Une dérobade qui n'est pas une surprise. Depuis Stupnido, l'ancien colonel de l'armée yougoslave fuit les caméras. Raić a d'ailleurs tenté de changer son identité. Connu aussi sous le nom de Viktor Andrić, il est en réalité un seul personnage dénoncé par les rapports officiels comme le véritable organisateur de Stupnido. Ce qui d'ailleurs ici n'est un secret pour personne. Non, tout le monde parle de ce crime de guerre de Stupnido et tout le monde sait que c'est lui qui a dirigé. Donc lui, il veut pas. C'est lui qui a tout organisé. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas parler. Oui, disons, il a dû faire ça parce que, ça pour expliquer, parce que les musulmans ils tiraient de cette colline, ils tiraient sur les Croates, donc il a dirigé le nettoyage ethnique de ce village. Il y avait un massacre et puis tout le monde parle de ça, tout le monde. Il ne veut pas s'exposer, il ne veut pas montrer son visage. Lui, il était dans le village de Stupnido? Non, lui non, mais c'est lui qui dirige. Il n'était pas sur place, mais il y avait cette brigade spéciale qui a fait ça. Les brigades spéciales du commandant Raić. Ici, elles s'appellent les Apostoli, les apôtres, ou les Maturitse, du nom d'un officier de Kiseliak tué au début de la guerre. À la terrasse d'un café, l'homme est là, devant sa bière et avec sa conscience. Il va nous raconter ce qu'il appelle lui-même l'attaque de Stupnido. Sa confession se veut épique, elle fait froid dans le dos. Vous avez participé, vous, à ce combat? Il demande si toi tu as participé à cette action de Stupnido. Je ne sais pas si tu dois dire tout ça à la télévision. Peu importe. Tu t'en fous? Ouais, je m'en fous. Ouais, j'étais à Stupnido.
On ne peut expliquer cela à celui qui n'a pas vu ce que font les musulmans et comment ils se comportent. Et ce n'était pas comme vous le croyez, comme on vous l'a présenté, avec des meurtres d'enfants et des incendies et que sais-je encore, je ne sais plus tout ce qu'on a pu dire. Ce n'était pas du tout comme ça. Les musulmans ont été chassés de Stupnido. On est venu pour les chasser. Mais puisqu'ils ne voulaient pas, cela s'est terminé d'une manière tragique pour eux. Et je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement et qu'on n'avait pas le choix. Les combats à Stupnido étaient violents. Quand tu arrives à un point tel que tu ne peux pas faire de prisonnier ni faire sortir un homme de sa tranchée, alors pour avancer, tu dois le tuer. C'était incroyable. Il fallait tuer pour pouvoir avancer. C'était des membres d'une unité très très spéciale. C'était une action très difficile, l'une des plus difficiles que j'ai vécues. Est-ce que vous accepterez un jour de témoigner devant la justice internationale comme vous témoignez aujourd'hui? Je ne crois pas que je serai en vie ce jour-là. Je ne crois pas que je serai en vie à la fin de cette guerre. Car dans notre unité, vous savez, dans notre unité spéciale, Maturitse, 23 membres sont morts. Et il y a eu déjà une vingtaine qui sont invalides. Et moi, je ne sais pas, mais si j'étais invalide, je me suiciderais sur le champ. Je ne crois pas vraiment que je survivrai à tout cela. Est-ce que vous avez des regrets? Non. Non, je ne regrette pas. Et je n'ai pas tué parce que j'aime faire cela, mais parce que c'était mon devoir. Quand je trouve un obstacle sur mon chemin, je dois l'écarter. Miroslav Anić a 23 ans. Son groupe paramilitaire Maturitse n'a jamais été en réalité sur les lignes de front. Comme le rappelle ce récent compte-rendu des observateurs européens, ces hommes ont été utilisés pour les sales besognes, comme ce fut le cas par exemple à Stupnido. Dans un coin du petit cimetière de Stupnido, des tombes plus récentes, celles des victimes du massacre, des enfants, des vieillards. Remis le 12 décembre dernier, le rapport des Nations Unies sur cette affaire porte le numéro BHC 510 de 93, l'une des références de Stupnido, crime de guerre croate. Je pense que ces crimes de guerre sont rarement véritablement punis. Je veux dire qu'on aimerait tous, bien sûr, que ces gens soient arrêtés et condamnés. Mais la condamnation ne pourra jamais être adéquate. Jamais. Malgré toutes les peines de prison et tout ce qui peut leur arriver. Ces gens-là, sous de faux noms, avec des passeports falsifiés, finissent toujours par s'en tirer. La plupart se procurent de l'argent pour se cacher dans un pays étranger, voilà. Et à la fin de leur vie, on les retrouve, on les ramène. Ils ont parfois la peine qu'ils méritent. Oui, c'est vrai, mais c'est rare. La seule chose qui me reste, c'est la vengeance. Venger mon père, ma famille, mon village. Vous savez, on ne vit qu'une fois, on ne souffre qu'une fois, on ne meurt qu'une fois. Ce cas de Stupnido sera probablement examiné en priorité par le tribunal de La Haye. La présence de 28 000 casques bleus, dont 6 800 Français sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie, n'a pas pu empêcher la poursuite des massacres. Restait alors une ultime solution, imaginée par l'ONU, la création d'un tribunal international. Le 25 mai 1993, par sa résolution 827, le Conseil de sécurité de l'ONU décidait la création de cette nouvelle institution, unique dans l'histoire, car civile. Un tribunal international chargé de juger les crimes contre le droit humanitaire sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, ainsi que le précise très strictement son mandat. Il a entamé ses travaux le 17 novembre 1993, il achève en ce moment même sa mise en place. Les bureaux sont tout neufs, les ordinateurs à peine branchés, les secrétaires pas encore toutes embauchées, mais le tribunal international existe et déjà, il a entamé son travail.
la tâche de ces 11 magistrats a été très précisément définie par l'Assemblée générale des Nations unies. Pour plus d'efficacité, 2 cours siégeront parallèlement, une 3e sera réservée aux procédures d'appel. Installés il y a 6 mois aux Pays-Bas, à La Haye, les magistrats se sont immédiatement attaqués au dossier. Nommés pour 4 ans, ils entendent mener leur tâche à bien. Ils assurent que désormais, rien ne peut les arrêter et que personne n'est intouchable. Je suis convaincu que la mission du tribunal n'est pas que de juger, comme on dirait, les lampistes. Elle est de juger les responsables. Et non seulement, c'est mon sentiment personnel, mais le statut lui-même l'a prévu, puisque dans les règles votées par le Conseil de sécurité, la responsabilité au plus haut niveau a été prévue. En tout cas, je peux vous dire que, comme moi-même, chacun des 11 juges composant ce tribunal, qui viennent des 4 coins de la planète, qui représentent tous les systèmes juridiques d'état de droit sur notre terre, tous ces 11 juges ont une volonté, non pas de faire semblant, mais une volonté d'agir et une volonté de rendre compte de la mission qui leur a été donnée, c'est-à-dire de juger, de rendre justice aux victimes, en même temps dans un cadre juridique qui fasse honneur aux pays civilisés qui ont créé ce tribunal, c'est-à-dire avec toutes les garanties pour les droits de la défense. Le tribunal international est une première dans l'histoire. Il lui a donc fallu écrire ses propres tables de la loi. Il fonctionnera selon une juridiction proche du système anglo-saxon, un procureur à la fois juge d'instruction et accusateur. Pas de jugement par contumace. Et une règle pour tous, l'équité. Au bureau du procureur, nous avons l'intention de mener ces enquêtes sans le moindre a priori, d'être impartial. Nous enquêterons sur toutes les affaires qui nous seront présentées, quelle que soit l'appartenance ethnique ou le passé des auteurs des crimes. C'est pourquoi je peux assurer les Serbes que ce tribunal n'a pas l'intention de se concentrer uniquement sur les exactions qu'on leur attribue. Nous nous concentrerons également sur les crimes commis par les autres nations. Nous travaillerons aussi dur que nous pourrons pour nous assurer que les personnes qui ont commis des atrocités dans l'ex-Yougoslavie seront présentées à la justice. Parce que je crois qu'en faisant cela, nous démontrerons que l'existence de ce tribunal, que le fait de présenter des gens à la justice, pourra aider à établir une nouvelle loi. Et je crois que cela pourrait décourager d'autres groupes, d'autres personnes, de commettre des atrocités dans le futur. Si après avoir mis en place ce tribunal, l'ONU assure son financement, les premiers jugements devraient se dérouler derrière ces murs dès la fin de l'été. La volonté de l'ONU semble claire. La détermination des juges est réelle. Mais pour accomplir son travail, pour instruire les dossiers d'accusation contre 15 à 18 personnes par an, selon le souhait des 11 magistrats, il faut financer au moins 140 enquêteurs. On va mesurer la sincérité de certaines nations à leur célérité à payer cette structure. Peut-on imaginer en effet que ce problème d'argent, 140 personnes, est-ce vraiment insurmontable, grippe une mécanique non seulement nécessaire, mais réclamée d'abord par ces visages que vous venez de voir sur votre écran. Ces témoins éparpillés de drames qui concernent en réalité des populations entières. L'ingérence humanitaire, dont le courage ne peut pas être insulté, est en ce moment accusée de s'enliser dans le réalisme froid de la politique. Mais laissera-t-on aussi s'y embourber un tribunal de l'histoire de cette fin de siècle? Merci, bonsoir.